8h51 dans tout le Bénin, alors qu'il sonne 7h51 à Libreville, au Gabon. Nous recevons maintenant sur cette rubrique Actu décalé Landry Adelakoun. Nous parlons, si vous ne le savez pas, des noces d'argent de la déclaration de l'ONU sur les défenseurs des droits humains et nous ferons l'état des lieux et nous parlerons des perspectives. Bonjour Landry Adelakoun. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers téléspectateurs de DEN-TV et auditeurs de Diaspora FM. Vous êtes juriste, merci d'être venu. Courant cette semaine, vous avez célébré donc avec faste les noces d'argent de la déclaration de l'ONU sur les défenseurs des droits humains. Vous êtes un certain nombre, vous êtes 5 et vous vous appelez Kenté. Dites-nous d'où est partie cette idée de Kenté. Merci bien, vous l'avez déjà su bien dire, c'est que nous sommes 5 et si nous sommes 5, ce qui convient c'était le Kenté. C'était le Kenté, mais il faut dire qu'au commencement c'était trois jeunes juristes, dont une femme, Miguel Hueto et Romain Zissou et moi-même. Et après nous avons quand même sur notre chemin, d'abord nous avons pu quand même voir quelqu'un d'autre qui nous a rejoint, qui appartient au monde de l'enseignement. Il est psychopédagogue et dit Koto qui nous a rejoint à l'époque, avec qui nous avons fait chemin également. Et là nous sommes passés au Kwato activiste comme on l'avait appelé. Et après, il y a eu que les contingences ont fait que lui devait répondre à d'autres obligations, ce qui fait qu'on a retourné au trio. Mais heureusement, après, il y a quelques années, il y a eu l'adhésion de 2 autres juristes qui nous ont rejoints. Donc, on est repassé maintenant à 5, d'où le nom Kenté. Mais il faut dire qu'avant tout cela, chacun était individuellement sur des actions de droits humains. Et donc, c'est des gens qui intervenaient déjà de façon individuelle, qui se sont réunis à un moment donné pour rester dans une dynamique d'ensemble, fédérer les énergies afin d'avoir plus d'impact en termes de résultats, en termes d'efficacité surtout. Et aujourd'hui, nous sommes 5 et nous sommes 5 jeunes qui, chacun individuellement pris, a ses compétences personnelles et a son poids dans l'équipe que nous formons, qui fait que nous travaillons en harmonie et sans difficulté, c'est dans une belle ambiance. Donc voilà un peu l'idée, se mettre ensemble et être une force sans nécessairement et être une association du point de vue légal. Se mettre ensemble, être une force, oui, mais est-ce qu'il était nécessaire de célébrer les noces d'argent de la déclaration de l'ONU sur les défenseurs des droits humains? Ce n'est pas rare de voir un instrument juridique faire assez de temps, faire son chemin, surtout quand nous parlons des défenseurs des droits humains. Parce que la question se pose de savoir, lorsque vous êtes défenseur des droits humains et que vous autres, vous défendez les nobles causes, vous défendez l'effectivité des droits humains, on va se demander finalement, qui est-ce qui, vous, finalement, vous protège? Ou, carrément, quel est cet instrument-là qui vous protège parce que vous êtes censé protéger les autres en défendant leurs droits, mais finalement, vous êtes laissé et dans le vent comme ça. C'est ce qui fait que nous estimons que lorsque nous avons un instrument majeur qui, aujourd'hui, opère comme étant ce que nous considérons en anglais les guidelines, c'est-à-dire les lignes directrices en ce qui concerne l'élaboration des lois sur les défenseurs des droits humains, il est important de célébrer cet instrument-là pour rappeler à nos différentes autorités ici et ailleurs que les défenseurs des droits humains, où qu'ils soient, sont également protégés par un instrument juridique et qu'il est important qu'ils puissent, chacun en ce qui les concerne au niveau national, adopter une législation qui promeut et protège les défenseurs des droits humains. Et donc, c'est un rappel, c'est à la fois une reconnaissance de l'existence de cet instrument-là et au même moment, c'est un rappel. Parce que vous savez, un cas de siècle, et quand vous prenez un enfant qui a un cas de siècle, je dis un enfant, je le dis comme ça pour en griffe, mais en réalité, ce n'est plus un enfant parce que c'est une grande personne. À 25 ans, on sait à peu près comment les gens sont, même certains, quand vous les voyez, ils sont bien constitués. C'est avec peut-être 2-3 enfants selon la région dans laquelle l'on se retrouve. Et donc, 25 ans pour nous, c'est assez de choses et c'est être reconnaissant. La gratitude est l'élément des bons cœurs, comme on le dit. Nous ne pouvons pas donc faire l'état des lieux ni parler des perspectives sans suivre les mots, sans suivre votre discours que vous avez tenu lors de cette célébration des noces d'argent. On va suivre cet élément réalisé par Clémence Tonoucoin avant de revenir pour parler de l'état des lieux. Au Bénin, comme dans bien d'autres pays du monde, les défenseurs des droits de l'homme sont menacés pour leurs actions. Et pourtant, la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU adoptant la déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme prévoit qu'ils doivent être appuyés et protégés dans le cadre de leur activité. À travers la célébration des noces d'argent de cet instrument juridique, ce groupe de 5 juristes dénommé le Kenté
entend attirer l'attention des acteurs étatiques sur la situation. Aujourd'hui, nous fêtons les 25 ans de la Déclaration des défenseurs des droits humains et nous profitons également pour anticiper les 115 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous espérons pouvoir continuer dans les prochaines années à célébrer cet instrument majeur pour nous qui aujourd'hui est pour nous ce moment de rappel des obligations de l'État pour davantage attirer l'attention de notre État sur la nécessité d'accélérer le processus d'adoption de la loi portant protection des défenseurs des droits humains en République du Bénin. Les initiateurs de l'événement, dans leur plaidoyer, ont mis l'accent sur les avantages de l'adoption d'une telle loi pour le Bénin. Nous exprimons avec urgence la nécessité d'adopter une loi spécifique de reconnaissance et de protection des défenseurs et défenseuses des droits humains du Bénin, comme le recommandent les Nations Unies. Avec une telle loi qui sera un bouclier essentiel pour la garantie de leur sécurité, de notre liberté d'action dans un environnement de plus en plus complexe et parfois hostile, notre pays, le Bénin, s'inscrira dans le cercle des États résolument tournés vers le développement inclusif, harmonieux et respectueux de la contribution des défenseurs et défenseuses des droits humains. La porte-parole du Quintet se réjouit de la tenue de cet événement. Pour elle, les objectifs sont atteints et la date de ce 29 août 2023 entre dans l'histoire en ce sens qu'elle marque le début d'une nouvelle ère dans la lutte pour la défense des droits humains et la protection des défenseurs de ces droits. Cette date du 29 août 2023 rentre désormais dans l'histoire d'une génération qui ne demande qu'à voir les droits humains se réaliser dans notre pays. Secondo, au regard des échanges, nous avons compris qu'il y a vraiment une envie forte de libérer davantage la parole, de faire en sorte que chacune puisse s'exprimer, crier comme bon lui semble quand il ou elle a mal, quand ses droits sont lésés. Et pour nous, le Quintet, c'est un peu comme une porte que nous venons d'ouvrir. Aujourd'hui, nous venons donc d'ouvrir cette porte-là à double tour. Elle est désormais donc grande ouverte, comme une lucarne sur les actions qui pour nous seront les prochaines. Continuer donc notre lutte, travailler à ce que beaucoup plus de personnes s'engagent en faveur des droits humains au Bénin et surtout, et c'est ce qui nous tient le plus à cœur, que les défenseurs et défenseuses des droits humains pris individuellement soient considérés par tous les acteurs. On n'a pas besoin d'être dans une association ou dans une organisation pour que nos actions portent, pour que notre voix porte. La Commission béninoise des droits de l'homme et la Cour constitutionnelle représentées à l'activité ont rassuré les organisateurs de leur accompagnement dans la lutte. Eh bien, c'est un plaisir d'avoir suivi cet élément dont nous allons déduire des questions. Landry Adelakon, j'ai des questions difficiles pour vous. J'ai deux questions difficiles pour vous. Et oui, nous avons suivi Miguel Hueto, pour ceux qui ne la connaissent pas, la dame. Comme vous verrez de suivre, c'est Miguel Hueto. Elle fait partie donc des 5 juristes dont parlait Landry tout à l'heure. Elle a dit, je le cite, droits humains, on veut voir les droits humains se réaliser dans notre pays. Est-ce que les droits humains sont violés au Bénin? Il faut commencer par partir du principe que partout ailleurs dans le monde, les droits humains sont violés. Partout ailleurs, donc cela n'est pas propre à un État, ce n'est pas la particularité d'un État donné. Et les droits humains, c'est ce que nous savons, comme on dit, c'est les droits que nous avons du simple fait d'être humain. Là, on va se poser la question en tant qu'individu, est-ce que tous les droits que nous avons sont respectés par tout le monde ou par l'État? Donc nous allons constater d'abord, dans un premier temps, qu'il y a des violations. Nous parlons des violations quand il s'agit de l'État ou de ses démembrements. Et nous parlons d'atteinte aux droits de l'homme quand il s'agit des individus. Donc atteinte ou abus quand il s'agit des individus, donc de particulier à particulier. Et donc ce n'est pas seulement l'État alors qui viole les droits de l'homme, quand bien même c'est l'État qu'on essaie d'indexer souvent. Pourquoi est-ce que nous indexons l'État? Parce que l'État a quand même 3 obligations. L'obligation de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits humains. Ce qui fait que même lorsqu'un individu arrive à empiéter sur vos droits, nous ne pouvons que nous référer à l'État et dire que l'État n'a pas su garantir la protection ou l'effectivité de vos droits. Et que l'on soit au Bénin, que l'on soit en France, aux États-Unis, un peu partout,
les droits de l'homme seront violés parce que c'est un peu difficile des fois de devoir respecter un certain nombre de droits. Et on peut voir, on l'a vu hein, dans les pays qui se considèrent comme étant de grandes démocraties, nous avons vu, et même l'actualité aujourd'hui s'y prête. On a vu avec les gilets jaunes en France, et nous avons vu également avec l'actualité du président américain et Donald Trump. Donc on voit assez de choses comme ça. Et même aux États-Unis, vous allez voir que les cas de violence, les violences policières sont presque régulières. Oui, et donc ce sont des cas de violation des droits humains que nous observons là-bas. Et là, ce sont de grands pays. En France, pareil. Mais au Bénin, ou encore en Afrique, c'est encore plus criard parce que nous sommes en Afrique des États où on dira des démocraties en construction. Et lorsque nous sommes des démocraties en construction, il se fait qu'il est difficile pour certains gouvernants de devoir accepter certains principes de la démocratie ou des droits de l'homme. Et quand on dit droits de l'homme, d'autres ont tendance à voir ça de façon péjorative. Oui. Or, vous ne pouvez pas avoir un état de droit, vous ne pouvez pas avoir une démocratie tant que vous ne pouvez pas respecter les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est les droits de chacun de nous tous et donc, ils ne doivent pas poser de problème. Et ce qui se fait, c'est que vous prenez les différents rapports aujourd'hui, quand on parle du Bénin. Vous allez voir les rapports de Civicus, vous allez voir les rapports qui concernent vous, les hommes et femmes de la presse. Oui. Donc, et vous allez voir, comment on appelle, Reporters sans frontières. Vous allez voir, et peut-être encore des rapports de Human Rights Watch et tout, qui vont vous lister un certain nombre de progrès ou, je vais dire, de reculades qui ont été observés par endroits pour certains États. En ce qui concerne notre pays, on a pu voir que les derniers rapports, même les rapports de la Commission béninoise des droits de l'homme ou encore d'Amnesty International, révèlent de flagrantes violations des droits humains. C'est des questions, soit nous passons des questions de liberté d'opinion et donc liberté de presse, soit nous passons des questions de liberté de manifestation ou de réunion ou liberté d'association. Quel que soit le volet que nous prenons, nous nous rendons compte que notre État, le Bénin, malgré les efforts qui sont faits, est toujours quand même cet élève-là qui est toujours indexé. Toujours indexé. Et ce que nous pouvons faire en tant que défenseurs des droits humains, c'est d'accompagner l'État. Parce que le rôle en réalité des défenseurs des droits humains, c'est d'accompagner l'État, c'est d'accompagner les différents gouvernants à la réalisation effective des droits humains. Le rôle des défenseurs, c'est cela. Qu'est-ce que nous faisons? Ce que nous faisons, c'est bien sûr aller vers l'information, attirer l'attention de l'autorité sur ce qui se fait. Peut-être que l'autorité au Bénin, par exemple, ne sait pas que, et peut-être à Lalo ou peut-être à Kandé à Porto-Novo, je sais où, il y a des violations, il y a des atteintes aux droits de l'homme. Il faut attirer l'attention de l'autorité sur ces éléments-là. Et c'est ce que nous faisons. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le Bénin n'est pas trop bien logé quand on veut parler des États respectueux des droits de l'homme. Mais on a constaté quand même un engagement de la part de notre État, surtout avec sa présence au niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et nous avons pu constater dernièrement à l'examen périodique universel 4e cycle à Genève que le Bénin a pris des engagements notables en ce qui concerne des avancées. Des avancées, c'est par exemple essayer de revoir un certain nombre d'éléments en ce qui concerne le code du numérique, vous le savez. Et essayer de revoir un certain nombre d'éléments en ce qui concerne le code pénal parce qu'il y a également là des restrictions. Essayer de voir si le Bénin ne va pas déposer à nouveau sa déclaration de reconnaissance de compétences de la Cour africaine. Essayer quand même d'adopter un certain nombre de protocoles et s'assurer que les instruments juridiques internationaux pertinents que notre État a librement ratifiés sont respectés dans notre pays. Et donc, voilà un peu le combat. C'est pour vous dire que le Bénin, il ne faudrait pas dramatiser la situation, bien sûr, il ne faut pas dramatiser, mais il faut reconnaître qu'au Bénin, les droits humains sont violés comme partout ailleurs dans le monde. Mais, je dis, dans certains États, il n'y a que les défenseurs des droits humains sont dangereusement poursuivis. Où il y a des cas d'assassinat. Je vous parlerai par exemple du royaume d'Eswatini. On l'a vécu avec un éminent défenseur des droits humains, avocat, qui a été assassiné en présence des membres de sa famille, chez lui. Donc il y a de ces cas-là qui s'observent. Et c'est peut-être, on rendra grâce à Dieu pour dire, pour le moment au Bénin, on n'est pas encore trop à cette phase critique et nous espérons que nous n'allons pas y arriver parce que le Bénin doit continuer à être le modèle que nous avons choisi en 90 en renouant avec la démocratie. Donc voilà un peu globalement ce que nous pouvons dire. Si on veut dire aujourd'hui, est-ce que le Bénin est un État respectueux des droits humains ou pas? Disons tout simplement que le tableau, il n'est pas reluisant, il est un peu sombre. J'avais envie de vous poser une autre question, mais je la laisse et je vais embrayer sur une autre phrase, excusez-moi, un autre propos tenu dans son message par Miguel Cueto. On a envie de libérer la parole. Est-ce que au Bénin, on a comme impression que la parole n'est pas libérée? Au Bénin, où la parole était libérée, n'est plus libérée.
Une chose est sûre, oui, quand nous faisons le tableau, nous faisons un constat. Nous faisons un constat, c'est que la parole était plus libérée et avant 2016. Et depuis 2016, la parole n'est plus suffisamment libérée. Ça, c'est un constat. C'est un constat. Et libérer la parole, c'est un droit? C'est l'un des droits humains? Absolument. Vous savez, le droit à l'information est le nœud même de la démocratie, comme on dit. Le droit à l'expression. À l'expression. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là, nous parlons et les gens nous suivent. Parce qu'ils veulent avoir une information et nous-mêmes, nous profitons pour jouir de notre droit à l'expression. Mais on dit que tout n'est pas bon à dire. Est-ce qu'au nom du droit, il faut tout dire? La régulation de l'exercice ou de la jouissance des libertés fondamentales ou des droits fondamentaux a été déjà posée par les instruments tant au niveau national, régional et international. Donc il n'y a pas à innover, il n'y a pas à inventer des règles là où elles n'en existent pas. Qu'est-ce que nous faisons? En droit international des droits de l'homme, quand vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, quand vous prenez le pacte international relatif aux droits civils et politiques, on vous dira que les libertés de manifestation, de réunion, d'expression, d'aller et venir et tout sont garanties et peuvent peut-être être restreintes, mais dans le cadre du minimum acceptable dans une société démocratique. Et la jurisprudence de notre Constitution, gardienne, et de la Cour constitutionnelle, gardienne par excellence des libertés fondamentales, nous renvoie à dire que l'autorité administrative ne peut pas agir pour mettre en difficulté les libertés, elle ne peut agir que pour les rendre plus effectives. En disant quoi? Il y a difficulté de conciliation, par exemple, des nécessités de l'ordre public et la jouissance des libertés, donc liberté d'expression, par exemple, ou de manifestation. On demande à l'autorité de s'assurer d'avoir pris les dispositions nécessaires pour que les libertés soient d'abord effectives. C'est dans les cas véritablement extrêmes qu'on peut accepter une limitation, une restriction temporaire. Et non les limitations, les restrictions d'ordre général et absolu que nous observons. Quelles sont les limitations d'ordre général et absolu que nous observons? C'est que l'autorité se lève, prend un arrêté et dit que désormais, sur le territoire, ici, nous sommes dans l'Atlantique, et que les revendications à caractère politique, tout ça, sont interdites jusqu'à nouvel ordre. Le jusqu'à nouvel ordre nous renvoie à quoi? On ne sait pas. Vous voyez un peu. Et donc, la Cour constitutionnelle est arrivée à dire non, attention, si vous devez restreindre, il faudrait que vous puissiez dire de telle date à telle date, il y a une limitation, et après cette date-là, il n'y a plus de problème. Mais la Cour dit il faut prendre les mesures nécessaires pour encadrer, par exemple, les marches, pour encadrer la jouissance des libertés. Je suis d'accord que la jouissance des libertés ne peut pas nous conduire dans un no-man's land où chacun viendra s'attaquer à l'honorabilité des autres, viendra faire des affirmations qu'il ne pourra pas justifier, viendra s'attaquer peut-être aussi aux autorités. Encore que, en ce qui concerne les autorités, le droit international des droits de l'homme a dit les délits qui ont trait aux personnalités politiques, il faut les gommer. Parce qu'il s'agit des infractions valises et qu'à partir du moment où vous êtes une autorité publique, vous êtes dans l'espace public, vous ne pouvez plus revendiquer que les gens s'attaquent à votre gestion ou pas. Et donc, les délits d'outrage au président de la République sont en réalité des infractions coloniales. Et donc, il faut pouvoir dépasser ces infractions-là. C'est pour vous dire, effectivement, jouir des libertés, ce n'est pas un no-man's land, mais on ne peut pas arguer de la lutte je dirais, du respect des uns et des autres, des droits des autres, et se mettre à faire de la restriction des libertés. Parce qu'en le faisant, qu'est-ce que nous occasionnons dans nos États, pas seulement au Bénin, c'est qu'on passe à l'autocensure. Et l'autocensure est un élément très négatif, très péjoratif pour l'expression des libertés ou même de la liberté de presse. Parce que les journalistes verront que tant que tel organe est déjà suspendu, il faudrait que nous aussi on se prenne au sérieux. Si longtemps on ne veut pas qu'on nous suspende ou bien qu'on nous ferme. Les individus verront que telle personne a été appréhendée parce qu'il s'est exprimé sur un plateau de télévision comme Eden TV par exemple. Et par conséquent, lorsque vous, en tant que journaliste, vous allez l'inviter pour qu'il vienne dire ce qu'il pense peut-être de la gouvernance dans la République, il vous dira non, moi je ne viens pas. Cette autocensure-là n'est pas de nature à favoriser l'effectivité de la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme. Et c'est pour cela que nous disons, pour chacun de nous, et pour les autorités qui sont là aujourd'hui et qui ne seront pas certainement là demain, parce que rien n'est éternel, il est important que nous travaillions à inculquer ou à mettre dans la conscience collective
que les libertés, les droits de l'homme ne sont pas des ennemis de l'État, ne sont pas des ennemis de nos gouvernants. C'est plutôt ce parapluie-là qui permet à chacun de nous retrouver en protection. C'est un bouclier, comme nous l'avons rappelé le mardi passé, c'est un bouclier essentiel de la protection et de la garantie des droits fondamentaux. C'est un bouclier essentiel du développement inclusif et harmonieux de nos États. Et donc, il est important aujourd'hui d'intégrer la contribution des défenseurs des droits humains dans tout ce que nous faisons. Et il est important que nous puissions, en ce qui concerne l'État, mettre dans les politiques publiques l'approche basée sur les droits humains qui fait que l'on puisse intégrer toutes les couches de la société, l'on puisse mettre au cœur même des politiques publiques l'humain. Et lorsque l'humain est mis au centre des politiques publiques, l'on ne peut que respecter ses droits en tant qu'humain. Et c'est quoi encore les droits de l'homme? Quand les gens s'offusquent même des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est trois choses. C'est la dignité, c'est l'égalité, c'est la liberté. Mais dites-moi, monsieur le journaliste, en quoi est-ce que le respect ou appeler un État ou nos gouvernants à respecter la dignité humaine peut être contraire aux aspirations des peuples ou au développement inventé? En quoi est-ce que inviter les gens à respecter le principe d'égalité de vous et moi parce que nous sommes des humains et que même si je suis né dans un village et que vous êtes né en ville, nous sommes quand même après tout des humains. En quoi est-ce que inviter un État à faire le minimum pour ce respect-là peut être antinomique aux aspirations en termes de développement? Et c'est pour cela que nous pensons qu'il est important aujourd'hui d'informer, d'amener les gens à comprendre les nécessités, ce que c'est que les droits de l'homme, ce que les droits de l'homme ne sont pas. Et mieux, le Bénin, je pense, a tranché la question à travers le préambule de notre constitution en 90. Le Bénin a rappelé tout simplement que nous réaffirmons notre attachement au principe de l'état de droit, de la démocratie et des droits de l'homme comme condition sine qua non du développement. Donc, dans le préambule, nous avons rappelé que la condition pour le Bénin d'aller au développement, c'est la démocratie. La condition pour le Bénin d'aller au développement, ce sont les droits de l'homme. Et ça a été décidé. Jusque-là, même la révision intervenue fin 2019 n'a pas modifié ce que je suis en train de dire là. C'est pour vous dire que nous sommes toujours dans la même logique. Et ce que nous faisons, c'est de rappeler que le choix, l'option que nous avons fait, en tout cas au Bénin jusqu'à l'heure actuelle, c'est l'option du respect des droits humains, c'est l'option du respect de la démocratie, de l'état de droit, comme pilier essentiel du développement. Et donc, l'on ne saurait faire aujourd'hui un autre choix sans que l'on ait modifié ou sans que l'on ait choisi clairement dans ce instrument juridique majeur qui est au sommet de la pyramide des nobles dans notre pays, faire un autre choix. Mais tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas nous dire aujourd'hui que l'on peut concevoir un développement dans notre pays ou ailleurs en faisant dos ou en foulant aux pieds les droits de l'homme. Ce n'est pas possible, c'est ce que nous essayons juste de rappeler en demandant à l'État de veiller à mettre en place des mécanismes de protection des défenseurs des droits humains pour que les défenseurs des droits humains continuent de s'exprimer, d'attirer l'attention des autorités sur ce qui est bien fait, sur ce qui reste à faire, afin que leur temps ou leur mandat soit quand même un mandat reluisant en ce qui concerne les droits humains et également afin que les objectifs poursuivis en termes de développement puissent être également réalisés parce qu'il ne peut être ou il ne peut y avoir de développement sans le respect des droits humains. Avez-vous des canaux par lesquels vous pouvez saisir les dirigeants, les décideurs politiques lorsque vous êtes au parfum de violation de droits humains ou de privation, par exemple, de parole? Est-ce que les décideurs vous écoutent? Je dirais tout simplement, et quand l'on observe, je dirais que les décideurs, d'une façon ou d'une autre, essaient d'écouter. Même si peut-être ce n'est pas à la hauteur de ce que nous, en tant que défenseurs des droits humains, nous aurions souhaité. Vous le savez, quand vous faites des doléances ou quand vous faites des dénonciations ou des contributions, et l'on a tendance à vouloir voir toutes les doléances, toutes les revendications acceptées. Vous voyez, et quand tel n'est pas le cas, on se dit, mais on aurait pu mieux faire. Une chose est sûre, ce que nous faisons pour quand même atteindre les autorités, c'est d'abord, je dirais, trois choses. Nous misons dans un premier temps, au niveau du Quintet, sur le contentieux stratégique des droits fondamentaux. À ce niveau-là, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous observons des cas de violation des droits humains ou d'atteinte aux droits de l'homme, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous essayons de saisir les juridictions compétentes, tant au niveau national que régional ou international. Et donc, à ce niveau, au Bénin, nous aimons beaucoup la Cour constitutionnelle qui, quand même, et je le dis aujourd'hui, j'invite les gens à continuer à la saisir, qui fait son travail malgré les inquiétudes que nous avons, malgré les critiques qui se font entendre et que nous-mêmes nous formulons d'ailleurs à l'égard de l'institution. Bien sûr, c'est notre droit de formuler des critiques quand on n'est pas d'accord par rapport aux décisions.
Et donc, à ce niveau-là... Nous avons un éminent professeur à la tête de la Cour constitutionnelle. Oui, le professeur Dorothée Sosa, oui, et d'ailleurs, je dirais toute l'équipe, parce qu'après lui, il y a la professeure Dandy Yamou, il y a le magistrat Michel Adjaka. Donc, c'est des juristes de renom. Oui, de très haut niveau, de renom, en effet. Mais vous savez, après, selon que l'on est, et ici ou là-bas, en face de moi, peut-être que le langage peut changer. Vous savez, les Britanniques... Je pensais que le droit était universel. Le droit, certains éléments peuvent être universels, mais parfois on contextualise. Mais je vais vous dire une chose, c'est au Parlement britannique qu'on dit que what you say depends on where you sit. Parce que si vous êtes assis sur une chaise, si vous êtes assis sur un tabouret comme chez nous au village là, peut-être que ce que vous dites n'est pas le même parce que le confort n'est pas le même. Ça peut arriver, ça peut arriver. Donc je ne doute pas de la compétence parce qu'ils ont prouvé suffisamment, je ne doute pas de leur compétence. Mais après, on sait que le politique a tendance, et c'est naturel, à vouloir quand même rallier tout le monde à sa cause. Et donc cela est possible. Je ne sais pas s'ils auront la capacité ou l'armure nécessaire pour résister à la tentation ou pour résister quand même à ces jeux-là. Je disais tout à l'heure que concernant le contentieux et des stratégies des droits fondamentaux, nous saisissons les juridictions. Et devant la Cour constitutionnelle, nous avons démarré un travail de recensement de tout ce que nous avons posé comme action. Et pour le moment, nous sommes autour d'une quarantaine de requêtes et donc de fois que nous avons saisi la Cour constitutionnelle avec assez de dossiers qui ont été quand même tranchés en notre faveur et des dossiers dont nous n'en sommes pas peu fiers, il faut le dire, en toute humilité. Et donc nous le faisons. Et après cela, il faut dire qu'au niveau régional, et nous aimons beaucoup la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, que nous avons d'ailleurs commencé par saisir depuis 2018. Vous le savez que c'est en février, début février 2016 que le Bénin a déposé sa déclaration de reconnaissance de compétences de la Cour. Nous étions dans la fièvre électorale et donc personne n'avait vu venir la chose, mais c'est avec le régime, le président Patrice Talon, que les choses ont véritablement démarré. Et devant la Cour africaine, nous avons assez de décisions et nous avons au total pas moins de 8 actions devant la Cour africaine des droits de l'homme, et dans lesquelles, par exemple, il y a l'affaire de l'étudiant qui aurait reçu une balle suite à une revendication à l'université d'Abomey-Calavi, et que nous avons envoyé devant la Cour sans connaître même ses parents, personne. Donc. Et il y a aussi également la coupure d'Internet. Cela me rappelle que, par exemple, dans ce studio, c'est la dernière fois que je suis venu dans ce studio, c'est en 2019, en avril 2019. Et donc, il y a la coupure d'Internet à l'occasion des législatives en 2019 qui a eu lieu. Nous avons estimé, parce que le droit d'accès à Internet est un droit fondamental, qu'il était important que l'État puisse quand même le garantir. Il y a également la situation du traitement des nationaux ou non nationaux en ce qui concerne la COVID-19 pour ceux qui venaient par l'aéroport. Il y a un traitement qui est distinct. On estimait que les zones n'étant pas des Béninois, on peut les réserver un autre traitement qui est aussi devant la Cour africaine. Il y a également le fait que l'État béninois n'a pas cru devoir respecter les nombreuses décisions de la Cour africaine. Or, dans le protocole qui a consacré la création de la Cour africaine, il est dit clairement ceci, je cite en substance, que les États partis au présent protocole s'engagent à respecter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et à faire un rapport à la Cour. C'est ce qui est dit clairement, c'est ce que le Bénin a signé. Nous étonnons de constater qu'un État qui a librement signé un tel protocole en vienne à nous jouer sur des fripes de souverainistes, dit que c'est la souveraineté, alors que vous avez signé quelque chose, on a une décision, vous ne respectez pas, et il se trouve des citoyens dans ce pays, et grave, il se trouve des juristes, pour venir à la télé dire que le Bénin est un État souverain. Oubliant que la souveraineté vous permet d'aller contracter des engagements au niveau international ou de refuser de contracter des engagements. Le Bénin est allé librement signer un document qui lui dit qu'il s'engage à respecter. Le Bénin ne respecte pas et il se trouve des gens pour nous dire que c'est la souveraineté. Autrement dit, au niveau national, on peut décider de faire quelque chose et du jour au lendemain refuser, dire que moi je ne me reconnais plus dans le papier, dans l'engagement que moi-même j'ai signé. C'est ce qui se fait et donc on a demandé à la Cour africaine de constater que le Bénin ne respecte pas et d'inviter le Bénin à respecter. Il y a aussi une décision, le Bénin a retiré sa déclaration comme je le disais. Nous avons estimé que si effectivement en droit international général, cela est du droit du ressort des États, mais puisque nous sommes en droit international des droits de l'homme, un droit particulier, on ne peut pas accepter des régressions. On a fait déjà des avancées, on ne peut pas revenir. Et nous avons estimé que la Cour devait quand même constater que le Bénin n'a pas le droit de retirer cette déclaration-là parce que cela empiétait sur le droit d'accès à la justice des citoyens. Et la Cour a rendu sa décision et la décision est sortie. C'était une première où la Cour a reconnu que le Bénin était autorisé à le faire, mais la Cour a profité quand même pour asseoir un certain nombre de principes. Donc on peut dire que c'est un arrêt de principe. Et il y a également
une dernière décision, et celle-ci, elle concerne la délivrance ou le refus de délivrance des actes d'autorité à un certain nombre de compatriotes, c'est-à-dire les actes comme carte d'identité, passeport, tout ça. Vous avez vécu l'actualité ici. Et on avait saisi la Cour constitutionnelle à l'époque qui a estimé que, sous le président Joseph Dorbenou, qui a estimé que tout cela était conforme à la Constitution. Nous, on était un peu scandalisés. Et nous l'avons dit sur des plateaux pour dire, ça là, il n'y a rien à faire. Lorsque cette affaire arrivera devant une juridiction supranationale, non, le Bénin va manger la honte. Et c'est ce qui s'est passé. L'affaire a donc été déférée en 2020 à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et déjà en 2023, tout récemment, il y a à peine 2 ou 3 mois, la Cour a rendu son arrêt de principe, la première fois dans l'histoire de la Cour africaine, où elle rend une décision sur le droit à la nationalité et pour dire, vous ne pouvez pas, parce que ce faisant, vous êtes en train de vouloir conduire les gens à une situation de risque d'apatridie et que l'État ne saurait prendre une telle décision. Et donc voilà assez de décisions en ce qui concerne le contentieux. Mais nous faisons également dans le plaidoyer pour ne pas laisser croire que nous ne discutons pas avec les autorités. En tout cas, chaque fois que les autorités pensent qu'on doit discuter et qu'ils peuvent nous solliciter sur un certain nombre de questions, nous sommes dispos et nous le faisons. Et je ne trahis aucun secret pour dire qu'il arrive même des fois que les gens nous sollicitent peut-être pour leur cellule juridique, pour discuter avec leur cellule juridique sur un certain nombre de questions de droit, pour avoir une compréhension ou peut-être une solution par rapport à un certain nombre d'éléments. Nous le faisons et même dans le cadre de l'examen périodique universel, nous le faisons, que ce soit avec le garde des Sceaux et bien d'autres. Donc nous le faisons quand l'autorité, c'est l'autorité qui décide si elle doit nous recevoir ou des fois c'est l'autorité même qui nous fait appel sans qu'on ne le sache. Et donc nous discutons pour dire à l'autorité qu'en réalité notre position sur telle chose c'est telle que nous n'avons pas la même lecture. Et nous, notre lecture est fondée sur les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Bénin. Et donc nous le faisons. Et ça c'est le deuxième élément. Le troisième et dernier élément, c'est également au niveau de la recherche. Au niveau de la recherche parce que nous pensons qu'il est important, avant de prendre la parole dans l'espace public, avant de pouvoir se donner peut-être les attributions de celui-là qui peut faire des compléments ou des suggestions à l'autorité. Et il faut quand même avoir vraiment tous les éléments, la maîtrise des sujets sur lesquels l'on opine. Ce qui fait que nous investissons beaucoup notre temps sur la recherche pour voir un peu l'évolution des dynamiques et ce que le Bénin fait, ce que les autres États font pour voir quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qui peut être proposé. Est-ce qu'il y a un document que l'on peut rédiger et mettre à la disposition des autorités? Bien sûr que les autorités ne sont peut-être pas amenées à tout respecter, mais voir si peut-être il y a des éléments qui pourraient attirer leur attention ou les inspirer. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Et je voudrais rappeler, comme je l'ai dit, avec Miguel Retour, Mike Zissou, Konaï Dakwet, Denoudier, encore Fréjus Satinoglo, nous formons une équipe compacte qui fait que la façon dont nous travaillons, je peux vous le dire aujourd'hui en direct, que c'est peut-être l'une des rares fois où c'est la première fois, en tout cas, ou la seule fois depuis des années que chacun de nous évolue individuellement, ou maintenant depuis plus de 5 ans que nous sommes ensemble. C'est la première fois que je vois une équipe aussi soudée qui n'a pas besoin nécessairement d'avoir l'aval de l'autre avant de dire certaines choses sur des sujets de droits de l'homme ou avant de poser des actes, parce que nous savons tous que ce que nous défendons, ce sont des principes. Et les principes sont clairs. Et je voudrais dire que pour nous, quand nous constatons les cas de violation des droits humains, on ne se lève pas le nez au vent pour saisir ou se mettre à écrire ou faire des plaidoyers. Et je l'ai dit, nous faisons également dans des lettres ouvertes. Nous l'avons fait par exemple quand il a été question de la rénovation du palais de la Marina. 13 milliards de francs CFA, on a appris. On a estimé à l'époque que en face de nous, il y avait quand même le CNHU qui est quand même jusque-là le centre réputé du pays et qui avait quand même des besoins urgents et qu'on aurait pu investir cela, peut-être une partie au CNHU et peut-être dans les hôpitaux et départementaux. Est-ce que vous avez eu des réponses? Et malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse et nous avons additionné à cette lettre ouverte-là, adressée à l'endroit du Parlement à l'époque, une pétition. Malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que l'information est partie, les autorités, même au plus haut niveau, sont informées et elles ont cru nécessaire de ne pas réagir. C'est normal, c'est de leur droit, il n'y a pas de souci. Mais nous, en tant que citoyens, en tant que défenseurs des droits humains, nous avons agi. Nous avons également agi par lettre ouverte quand il s'est agi de la gestion de la COVID-19. Parce qu'il y avait une situation, on a fait également quelques suggestions. C'est pour vous dire que l'équipe fonctionne de telle façon qu'on n'a pas besoin nécessairement de se voir. Et donc, ça se passe et tout le monde, comme je l'ai dit, en fonction de nos différents profils, il faut dire que nous sommes d'abord tous des juristes spécialistes en droits humains. Et donc, vous comprenez que, puisque c'est sur la base des principes que nous évoluons,
on ne peut que raisonner sur la base de principes. Il dit Absolument. aussi que peut-être dans les secrets des coulisses, c'est qu'il y a souvent aussi des débats entre nous sur la compréhension des sujets d'abord avant qu'on ne fasse des raisonnements. Parce que des fois, on se dit, mais le raisonnement que tu tiens, cher ami, ne colle pas. L'autorité a peut-être raison. Je voulais ouvrir la ligne aux téléspectateurs, mais je n'ai pas vu le temps passer, 9h25 minutes. On n'a que 5 minutes. Si vous nous suivez et que vous avez aimé ce débat, vous avez aimé tout ce que vous avez entendu, vous pouvez nous appeler rapidement, faire une petite contribution au 96 76 68 68, vous poser des questions rapidement. Il ne nous reste pas plus beaucoup de minutes parce qu'il était important pour Eden TV de comprendre ce qui se fait par ces personnes-là qui défendent les droits humains en Afrique, dans le monde, au Bénin. Landry Adélakon, est-ce que les défenseurs des droits humains ne sont pas intimidés? Il va de soi, il va de soi. Je vais reposer ma question. Est-ce que les défenseurs des droits humains du Bénin sont intimidés? Là, vous avez... Est-ce que vous êtes intimidé? Dans un espace géographique donné. Il faut dire que c'est un peu difficile. Il ne faut pas faire de la victimisation. Il ne faut pas faire de la victimisation. Il faut dire, je l'ai rappelé tout à l'heure, qu'il y a des inquiétudes, mais le cas du Bénin en ce qui concerne les défenseurs des droits humains n'est pas trop alarmant. N'est pas trop alarmant. Il y a un espace. Le défaut pour certains, c'est la peur, c'est le défaut ou le manque de courage de s'exprimer qui fait que pour la plupart, ils disent que l'espace est restreint, ce qui n'est pas faux. Mais on ne vous a pas empêché, je suis là aujourd'hui au nom du Quintet, on ne nous a pas empêché, on aurait pu dire... Et vous vous exprimez librement. Librement. Et donc on peut dire quand même que la parole est libérée au Bénin. Oui, la parole, elle est libérée, même si elle n'est pas totalement libérée comme on l'aurait souhaité conformément aux engagements internationaux. Mais il faut dire que si le peu que nous avons, chacun de nous essayait de l'explorer, de l'exploiter, de l'exercer, je pense que véritablement il y aura une grande dynamique autour. Mais il y a beaucoup de gens qui se résignent et ces gens-là ont raison. C'est parce que le climat depuis 2016 n'est pas favorable. C'est un climat de restriction, c'est un climat de peur. Et donc la psychologie des gens aujourd'hui, c'est la crainte. C'est ce qui fait que beaucoup ne le font pas. Et donc je dis au Bénin, ce n'est pas alarmant, mais il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes en ce sens que... Alors bonjour, on a quelqu'un. Bonjour. Monsieur Kpogomambou, depuis Sémékodi. Monsieur Kpogomambou, comment allez-vous à Sémékodi? Je remercie le scientifique chez vous aussi. Ça va, on ne vous entend pas super bien, mais je pense que ce n'est pas à votre niveau, ça doit être ici à notre niveau. Dites-nous, vous avez suivi un peu Landry Adélakon? Adélakon, oui, André Adélakon, je le remercie. Je vois que c'est quelqu'un, chaque fois quand je le suis, je vois qu'il a vraiment de belles. Il a en idée cette défense vraiment très claire, mais est-ce qu'il est suivi? Est-ce qu'ils sont suivis? Non, on ne les suit pas. Sinon, il y a pas mal de violations de droits de l'homme qui ne font que défendre. En tout cas, personnellement, moi, je le sais. C'est déjà ce que je défends. Mais ce que vous allez nous aider à faire, c'est quoi? C'est de nous aider à avoir un contact et à nous leur signifier certaines revendications. D'accord. Vous voyez. D'accord. Merci infiniment à vous, monsieur Kpogomambou. Est-ce qu'il y a un contact pour le Quintet, pour les défenseurs des droits humains, qu'on peut donner pour que les violations soient dénoncées? Bien sûr, je voudrais d'abord commencer par remercier M. Kpogomambou et je l'ai suivi avec intérêt. Merci beaucoup. Le temps est fini. Et là, je vous permets de faire en même temps votre défense en une minute. Oui, en une minute, je voudrais déjà commencer par vous remercier pour l'honneur que vous nous faites, que vous faites au Quintet en m'invitant ici, parler pas en mon nom personnel, mais au nom de toute l'équipe, au nom des 5 personnes. C'est les droits humains, c'est les questions des droits humains. On n'a pas le choix. Et nous sommes heureux qu'il y ait encore des plateaux qui nous reçoivent parce que ce n'est pas gagné d'avance dans notre pays, il faut le dire. Vous l'avez dit tout à l'heure, dans les inquiétudes que nous avons, il faut que l'État fasse tout pour que les petites menaces que nous observons et que nous aussi nous recevons, il faut le reconnaître, et puissent quand même faire partie désormais de l'histoire de notre pays et que les défenseurs des droits humains ne soient plus inquiétés parce que vraiment ce n'est pas facile pour nous d'opérer dans un contexte comme celui béninois, même si je dis ce n'est pas si alarmant, mais il y a des inquiétudes, il y a des menaces, il y a des tentatives d'intimidation, mais heureusement que nous ne sommes pas intimidables, donc il n'y a pas de souci par rapport au contact. Et je pense qu'on peut déjà retenir le 97 et 87, 28, 91.
le 97 7 28 91 pour donc dénoncer des faits de violation de droits humains à ces défenseurs des droits humains au Bénin. Je pense que vous auriez contribué à donc lutter contre les violations en matière de droits humains. Landry Adelakoun, merci d'être venu. C'est moi. Je rappelle que vous êtes juriste, vous faites partie du Kente. Ces 5 juristes donc, qui défendent ardemment les droits humains au Bénin. Vous êtes venu ici nous parler de l'état des lieux et des perspectives en matière, en ce qui concerne les droits humains au Bénin. Merci d'être venu. Je vous en prie. Merci. À présent, nous allons donc mettre la clé sous le paillasson. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Depuis 8 heures, nous étions sur ce plateau. C'était Matin d'Éden avec Marcel Yedo à la réalisation, Allez Alou au son et à la diffusion Martin Toinse. Le community manager, c'est Modeste Roulek Mondi. C'est lui qui vous permet de nous suivre sur les plateformes, les réseaux sociaux et autres. Vous pouvez donc également télécharger notre application sur Play Store ou App Store. C'est Eden TV Diaspora FM. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis et surtout restez en notre compagnie pour les informations. Et on aura de plus belles à 13h et à 19h, mais également ce soir avec donc le forum des rédactions qui va s'intéresser à la situation au Gabon et aux solutions possibles pour donc arrêter la série des coups d'État en Afrique. Bonne journée à toutes et à tous.